Ok, ok. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez déjà me dire dans le chat si vous voyez mon écran? Donc ça, ce serait déjà pas mal du tout. Il faut que j'arrive à ouvrir conversation. Yes, on le voit. Ok, ok, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va reprendre les questions pour cette session du 3 mai. J'espère que vous allez bien. Tac, tac, tac. On arrive ici. Alors, vous chattez pas mal dans le truc des questions. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Vous savez où je peux avoir la rediffusion? Alors oui, la rediffusion, tout simplement, je les mets sur YouTube. Donc, on a un channel YouTube. Je vais vous le donner au niveau de... Je vais vous le donner dans le chat ici. Mais en gros, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté le replay de la semaine dernière. Donc, voilà pour le channel YouTube. Et il se trouve ici, vous voyez, il y a la dernière rediffusion, elle est ici. Et aujourd'hui, je viens d'uploader il y a 4 heures. Et je vous mets la table des matières à chaque fois de toutes les questions que vous me posez. Donc, si jamais vous voulez accéder au replay, vous avez simplement à nous suivre sur YouTube. Alors, quoi d'autre? La rediff à deux. Alors, comment se désabonner du Discord? Alors, bonne question. Si jamais tu veux sortir du Discord, tu vas simplement sur cette page ici de la communauté. Tu cliques sur le bouton cliquer ici pour rejoindre et tu regardes cette vidéo. À la fin de la vidéo, j'explique simplement comment tu peux faire pour te désabonner du Discord si jamais tu veux arrêter de payer ou si ça ne t'apporte pas assez de valeur. Voilà. Alors ensuite, il suffit de regarder, il y a toute la démarche, ouais. Je suis nouvelle depuis hier, je me familiarise, ouais, ça c'est pas des questions. Donc en fait, il faut vraiment me laisser le question live ici que pour les questions, essayer d'être structuré et ne pas discuter de tout et n'importe quoi dans ce salon, sinon ça va être un petit peu le carnage. Quelqu'un a le lien de la vidéo, ouais, ça c'est une question aussi qui ne doit pas se retrouver dans le question live, qui doit se trouver dans le général ou autre chose. Mais donc en gros, ce que demande William. Et ça, c'est quand même quelque chose que je vais montrer parce que c'est pas mal. Au niveau d'un advertorial, en fait, j'ai une personne de la formation. Vous voyez cette partie-là sur la droite, il y a moyen de la mettre en fixe. C'est-à-dire que quand ça descend, ça reste toujours à cet endroit-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir cette vidéo. Merci à la personne qui l'a faite. Il y aura une rediffusion de la conférence. Oui, il y a des rediffusions à chaque fois. Bonjour tout le monde, juste pour me situer. Alors, quels sont vos taux de conversion moyens sur Google Ads? Alors, il faut être plus précis sur la question, Julien. Quand tu dis un taux de conversion, est-ce qu'on parle d'un taux de conversion à l'achat? Est-ce qu'on parle d'un ajout au panier? Si tu peux préciser à ce niveau-là. Salut Maxime, tu as pu comprendre l'histoire des section names? Ah ben non William, je suis toujours au même point et ça me fait chier autant que toi. L'histoire des section names dans Volume, je n'ai toujours pas la réponse, donc je vais continuer à pousser, continuer à chercher, mais là en toute honnêteté avec toi, non, j'ai toujours ce souci. Alors, en DAX, question. J'ai énormément de trafic venant des sites anglais. Quoi en penser? Les couper ou les laisser? Alors, en général, les sites anglais, pour ma part, j'en suis pas super fan. Je préfère vraiment des sites de trafic francophones. Ceci étant dit, tu peux leur donner leur chance. Si tu vois que tu as des bons taux de clic, que ça performe, au final, il n'y a qu'une seule chose qui parle, c'est les conversions. Est-ce que ça te rapporte de l'argent ou pas? Mais en soi, tous les sites étrangers, personnellement, j'en ai pas beaucoup, mais oui, si tu n'as pas trop de budget, j'ai envie de dire que tu peux les couper si tu n'en veux pas. Ensuite, j'ai des trafics qui ont zéro impression, mais des clics. Faut-il exclure vu qu'elles coûtent de l'argent? Alors ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre de ne pas avoir d'impression d'avoir des clics. Donc techniquement, je ne sais pas comment c'est possible, puisque pour avoir des clics, il faut que tu aies des impressions. Donc peut-être que toutes les statistiques, elles ne sont pas remontées en temps réel. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la question elle est toujours d'actualité? Est-ce que ça le fait sur toutes les sources de trafic? Ou alors est-ce que ça le fait juste comme ça? Peut-être un bug. Donc ça, tiens-moi au courant, mais ouais, c'est bizarre. À quoi ressemble le format CSV d'une blacklist sur Outbrain ou, et si possible, sur The Optimizer également? Je ne comprends pas la question. À quoi ça ressemble le format d'une... Ouais, un template. Alors, un template de blacklist,
Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est que simplement, si je veux, je vais voir mon account manager et je lui donne le nom de tous les sites, de toutes les sections que je veux blacklister et c'est lui qui me fait la blacklist. Donc ça, franchement, je ne peux pas te dire, étant donné qu'à chaque fois que j'ai voulu faire une blacklist, c'est mon account manager qui l'applique pour moi parce qu'eux ont la possibilité de le faire. J'ai la quasi-totalité des trafics qui proviennent des mêmes publishers, Jeky et OMG Studio, mais ils sont très mauvais, j'ai l'impression. Est-ce que vous les excluez? Alors, déjà, quand tu dis très mauvais, c'est toujours plus simple de me partager des captures d'écran parce que comme ça, poser des questions, moi, je ne peux pas émettre un jugement sans avoir des données devant les yeux. Donc, tout ce que vous me posez comme question, est-ce qu'il faut exclure, est-ce qu'il ne faut pas exclure? Encore une fois, ça va être des réponses qui sont basées sur mon expérience et sur ce que je vis moi. Donc, en fait, c'est un peu comme une sorte de trading. Est-ce que je le coupe? Est-ce que je le coupe pas? Est-ce qu'il faut le laisser tourner? Il faut pas laisser tourner? Ça, personne n'a vraiment la bonne réponse à ça. Mais en gros, donne-moi tes statistiques et je te dirai en fonction de mon expérience, est-ce que je le coupe ou est-ce que je le coupe pas? Mais si déjà tu as l'impression que c'est très mauvais et que ça convertit pas, ben alors ne prends pas le risque et donne sa chance à d'autres sources de trafic. Pour le replay, plutôt que de faire le timeline qui est difficile à faire, pourquoi ne pas envoyer le replay plus tôt dans la semaine? Bah écoute, William, c'est bien. C'est tout con, mais c'est une bonne idée. Je peux uploader le replay immédiatement, comme ça il est disponible. Et puis après, on fait la timeline et on la rajoute, même si on doit la rajouter 4 jours plus tard. On fait ça. C'est impeccable. Eh bien, écoute, au niveau de la conférence ici, mais c'est ce que je vais faire. Je vais uploader le replay d'ici demain et ensuite on fera la timeline par la suite. Très bonne suggestion et je vois qu'il y a des likes dessus, donc c'est cool, on va faire ça. Raynor, question. Lorsqu'on vend un produit avec plusieurs variations, exemple t-shirt, small, medium, large, XL, quelle serait la meilleure solution au niveau des bundles quantité 2 et 3 fois sans utiliser l'upsell d'avant-vente, beaucoup trop de combinaisons possibles, point d'interrogation. Existe-t-il une solution pour que le prospect choisisse la taille qu'il souhaite au niveau du checkout et que cela soit suivi dans Shopify? Est-ce que selon vous, dans un tel cas, je devrais plutôt changer de produit vers quelque chose sans variation? Alors, comme de fait, tu as raison. Au niveau de ClickFunnels et ce système d'utiliser le ClickFunnels et d'envoyer dans le checkout de Shopify avec des variations, c'est compliqué à travailler quand tu as beaucoup de variations différentes. Donc, si tu fais une combinaison des couleurs, plus des tailles, plus des quantity break et de l'upsell avant-vente, ça va être un truc de fou. Tu vas pas t'en sortir non plus. Donc moi, vraiment, les produits que j'utilise en ClickFunnels, c'est souvent des produits qui n'ont pas beaucoup de variations. Si j'ai vraiment un gros winner et que je veux l'utiliser avec des variations, je vais analyser, par exemple, si j'ai des statistiques qui me viennent de Shopify avec les meilleures couleurs, je vais prendre par exemple uniquement la meilleure ou les deux meilleures couleurs et je vais supprimer l'upsell avant-vente parce que sinon ça va être trop compliqué à travailler et je vais supprimer l'upsell avant-vente. Je vais peut-être mettre, imaginons que je sais pas, je vais prendre un exemple ici. Euh, on va dire que j'ai des quantités différentes et quand je vais cliquer dessus sur la quantité 1, ça va ouvrir la pop-up et je vais venir mettre quelle couleur souhaites-tu choisir ou alors clique sur le modèle de ton choix. Mais ouais, je vais supprimer l'upsell avant-vente. Mais en gros, ouais, c'est pas non plus ma façon préférée de travailler. Je suis d'accord de dire que ce n'était pas adapté. Quel nombre de visites estimes-tu suffisant pour juger si le CTR d'un advertorial est bon ou pas? Exemple 100, 200, 500 visiteurs. Alors ça, c'est une question qui est compliquée aussi. Pourquoi? Parce que si j'ai 500 visiteurs qui viennent d'une mauvaise source de trafic, ben, ça ne va pas me dire si l'advertorial il est bon ou il n'est pas bon. Donc, je ne vais pas le définir en fonction du nombre de visiteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu que j'ai du trafic qui soit diffusé sur plusieurs sources et je vais voir. Comme je dis toujours, un mauvais advertorial, c'est quand vous regardez toutes les sources de trafic et tout clique mal. Si tout clique mal, en général, je sais que je suis dans la mauvaise direction. Si par contre j'en ai qui cliquent bien, j'en ai d'autres qui cliquent pas bien, eh bien là, c'est là où je vais commencer à faire des optimisations et je vais voir si j'arrive à améliorer ça ou pas.
Étant donné que tu es dans le chat, BKK, dis-moi, Mathieu, dis-moi un petit peu si ça répond à ta question. Après, encore une fois, Native Ads, c'est beaucoup d'optimisation. Il faut prendre beaucoup de décisions. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à travailler. Hello la team. Petite question pour Gab. Lors du Clubhouse, on avait discuté de l'un de mes clients pour Pinterest dans la niche bijoux. Tu avais parlé de nous montrer des exemples de créatives lors du Zoom. Tu pourrais, si tu as le temps cette semaine, nous les montrer, s'il te plaît, par avance, merci. Alors, au niveau des créatives, d'ailleurs, bonjour tout le monde. Oui, je peux les montrer, mais il faudrait qu'on s'organise parce que c'est les Zooms de Max. Il faudrait que je regarde. Oui, je peux éventuellement regarder maintenant pour t'envoyer un exemple de bijoux. Je vais regarder maintenant. Je te l'envoie sur. Ouais, si tu peux masquer un peu le type de produit ou des, enfin, tu vois. Parce que montrer vraiment ta créative. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne? C'est ce Ouais, que ok. Pinterest, c'est ce que la manager Ok. Pinterest m'a dit de Vas-y, faire. ouais, on peut faire ça. Donc voilà. Et, Ouais, je et regarde aussi, ça. dites-nous aussi un petit peu aussi dans le chat, est-ce que ça vous intéresse une formation Pinterest supplémentaire ou pas? Ce ne serait pas un update de la formation, mais s'il y a de la demande, parce qu'on voit que Success Academy commence à grossir de plus en plus. Il y en a un qui a dit, Mathieu, tu as dit, vous avez pété les scores, un truc de ouf à la conférence d'hier. Ouais, franchement, on s'est retrouvé un moment, hein, je pense, si je ne dis pas de bêtises, à 1800 en simultané. On avait plus de 5000 inscrits, donc on est en train de commencer à scaler, à pousser beaucoup plus le trafic. Et étant donné qu'on voit que le projet il a de plus en plus d'engouement et forcément ça nous rapporte des revenus, ben Gabriel commence à être prêt à s'investir un peu plus dessus. Donc on ne va pas aller faire des formations de 48 heures, mais s'il y a de la demande dessus au niveau de Pinterest, peut-être qu'on va vous faire pas des formations, comme je disais, très longues, mais peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, avec un prix qui est inférieur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tu peux m'envoyer sur Telegram. Ouais, ouais, envoie-le ouais, tu peux l'envoyer dans le Discord si tu veux, dans le question live. Ou peut-être dans un autre, dans question Gabriel, mets-le. Question Gabriel. Ouais, comme ça, je peux l'ouvrir et je perds pas le truc. Faites-nous un vlog quand vous allez chercher les 100 millions. On va essayer, hein, en tout cas, on y travaille. Et là, ça commence à bien prendre. Quand tu vois des conférences à 1800 connectés, sachant qu'on a encore poussé plus les volumes. Donc, ouais, non, franchement, on est dans la bonne direction, je pense. Alors, ensuite, question pour Gabriel encore. Tu as envoyé dans question Gabriel? Ok, bon, je l'ouvre en live. Exemple, bijoux, format 2:3, peu de vidéos, logo, produits CTA ou promo, peu de produits sur fond blanc, prioriser image lifestyle, soit porté, soit autre que fond blanc. Voilà ce que mon account manager a dit de faire. Ça, c'est du concret, hein? Ok. T'as vu, tu me l'as demandé, je l'ai trouvé. Voilà, du concret, ouais. Ouais, voilà, Jean-Philippe. Alors, je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu plus, parce que là, moi, je vois l'image, j'ai un peu du mal à comprendre. De quoi? Enter your date, select your... Ah, Alors c'est une non, créa, ouais, c'est ouais, une non. créa. Donc en fait, moi, j'avais demandé parce que je t'avais expliqué que les vidéos en bijoux, c'était pas ce qui marchait le plus de manière générale. Tu dois savoir que le bijou, c'est une des thématiques en boutique qui est le plus compliqué à rentabiliser, ou du moins pour faire du chiffre. Donc tu peux faire du bénéfice, mais au niveau rentabilité, c'est plus compliqué. Alors ouais, ça c'est typiquement les créatifs, ce qui fonctionne bien chez Pinterest. Je les ai testés. C'est toujours pas la méthode miracle qu'une bonne vidéo d'une autre niche. Mais en bijoux, ouais, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et moi, pour rappel, je t'avais dit d'envoyer vers des collections, je le maintiens. Et sur ce que je vois sur cette créa-là, non, il envoie vers un monoproduit, mais j'enverrai moi vers une collection et je ferai des créas même plus colorées que ça. Mais bon, voilà, toujours bien mettre le logo, un bouton d'action. Euh, ouais, en bijoux, c'est vraiment pas le thème le plus classique. Et crois-moi, mon account manager a beaucoup cherché aussi. Et franchement, ça, je l'ai testé aussi de mon côté. C'est ce qui marche le mieux, du moins pour le bijou. Mieux que des vidéos? Non, en bijoux, oui, oui. Donc, les vidéos, on exclut. Vêtements, bijoux, vous pouvez mettre vers collection, ça aura bien plus d'impact que, par exemple, ici, on parle de collier lune. Bah, vous faites une collection avec tous des produits lune différents, bracelet lune, collier lune, bague lune, ce que tu veux en lune, que la personne elle aille et qu'elle fasse son choix dedans, quoi. Ok, ok. Apparemment, ils sont chauds là. Ils sont chauds les formations Pinterest. Donc, si tu es motivé, Gab. Voilà, voilà.
Ouais. Alors, Je m'envahis. ouais, bah attends, j'ai encore une question, Gab. Ok. Tu vois, Ouais, dis-moi. ici, regarde. Alors, hein. Question pour Gabriel, question pour Gabriel, question pour Gabriel, ouais. Ici. Question Gabriel, Google Ads Shopping. Dans une campagne Smart Shopping contenant une dizaine de produits et qui tourne en ROAS depuis plusieurs mois, que fais-tu quand tu veux tester un nouveau produit? Tu le rajoutes dans cette campagne ou tu crées une nouvelle campagne? Alors, pour rappel, je l'ai dit plusieurs fois, mais une campagne shopping monoproduit, jamais faire. Je l'ai déjà dit, redit 10 000 fois. Donc, en fait, si tu veux tester du nouveau produit, si là, tu n'en as pas beaucoup, je vois dans ta question que tu en as, ok, tu n'as pas Une dit, dizaine mais de une produits. dizaine, ce qui est déjà très, très peu. C'est déjà très bien que tu tournes avec une dizaine de produits parce que c'est pas énorme. Donc, moi, dans ce cas-là, vu que tu n'as qu'une dizaine de produits dedans, je mettrai le nouveau produit dans la campagne existante. Par contre, si tu lançais plus de 10-15 produits à la semaine, là, je te conseillerais de faire une campagne qu'avec les nouveaux produits dedans. Mais là, comme il n'y en a qu'un, mets-le dans ta campagne existante, oui. Ok, alors William, je vais revenir à ta question juste après, parce que tant que Gabriel il est là, ici. Donc Google Ads Search cette fois-ci. Que fais-tu si une campagne search bien segmentée qui tourne depuis longtemps en CPA cible, qui perd beaucoup d'impressions et même de rentabilité à cause de nouveaux concurrents Alors ça, je l'ai dit qui te aussi la passent semaine. devant? J'ai aussi expliqué la semaine dernière, les amis. J'avais expliqué qu'à un moment donné, votre campagne en search au CPA, elle va baisser parce qu'elle a fait beaucoup de revenus et donc le CPA baisse. Dans ce cas-là, c'est que ta campagne, elle est tellement optimisée que tu peux la mettre en maximize conversion. Normalement, ça va bien marcher. Si jamais tu as peur de péter ton algo, tu crées ce qu'on appelle une campagne test dans la campagne existante. Donc, tu appelles ça un brouillon. Je te laisse regarder ça dans YouTube. Il y a plein de tutos qui expliquent comment faire. Et ça permettra de faire un split test entre ta CPA cible et ta maximize conversion sans péter l'algorithme. Et tu vas pouvoir voir au bout d'un mois ou même de 2 semaines, Google va te dire si tu dois pas rester en CPA et l'augmenter ou alors passer en Maximize. Mais je peux te dire avec une probabilité de 80% qu'avec autant de data, ta Maximize va plus défoncer le game que celle qui est passée en CPA. Ok, ok. Formation Google prévue ou pas? Formation Google prévue. Donc, pour revenir là, à Success Academy, les gains commencent à me botter, comme on dit. Donc là, je commence peut-être à y passer du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des mini-formations sur le Pinterest Ads, Google Shopping, Google Search, Google Display, Discovery, campagne intelligente, YouTube Ads et blablabla et blablabla et blablabla. Et en fait, je vais faire plein de mini-formations que je vais vendre à prix attractif. Donc, on sera vraiment dans des prix à maximum 199 € et vraiment les plus petites formations à 99, 75. Enfin bref, vraiment des petites formations où là, je ne vais pas me baser sur de la théorie à la con qui me font chier, mais je vais partir plus sur vraiment sur avec quoi je gagne de l'argent. Ça veut dire, moi, je fais ça, je te montre comment je gagne de l'argent, fais pareil et tu gagneras de l'argent. Voilà, donc ce sera des petites formations, moins d'heures que Max parce qu'il a fait une formation qui tue tout, mais moi, je vais vous donner vraiment du concret avec quoi je fais de Ça l'argent. va être un complément en fait, hein. C'est Donc ça. là, vous avez vraiment la grosse formation Success sur tout ce qui est tunnel de vente, les upsells, tous ces trucs-là. Et après, comme on voit que ce qui pose le plus de soucis, c'est quand même les sources de trafic, je pense, on va rajouter du contenu pour vraiment tester de Ouais, vous ouais, aider le plus ouais. possible. Et Maxime aussi, je pense, va refaire aussi même des campagnes de commerce en Facebook Ads à petit volume. On a dit que c'était ban, mais généralement, si On vous faites cherche des de solutions, hein. recherche de solutions et si vous faites de la qualité, il y a moins de ban. Donc Maxime, je sais qu'il va refaire du résultat. Si on voit que c'est pertinent, on vous fera aussi une mini formation là-dessus. Donc en gros, Success Academy, c'est vraiment la grosse formation qui est super intéressante avec énormément de contenu. Et on va faire des petites formations à côté à prix vraiment attractif pour les gens qui veulent à Google Shopping. Un Ouais, ok, complément, ouais. voilà, complément. Donc voilà, c'est ce qui va arriver parce que je vois qu'il y a vraiment une grosse demande là-dessus. Yes. Et forcément, notre audience, elle grossit de plus en plus, donc ça commence à justifier le temps. Je repars. Ouais, c'est bon, si je revois Ciao, des ciao. S'il y questions. a d'autres questions, je reviens. Alors, William, à partir de combien d'impressions on peut commencer à juger si un publisher est intéressant ou non? Pour les gros publishers, alors quand tu dis à partir de combien d'impressions, si on peut juger qu'il est intéressant, mais un publisher qui est intéressant, c'est un publisher qui, de a un bon taux de clic sur sa publicité. Donc déjà là, s'il clique bien, pour moi, je commence à m'y intéresser parce il me ramène du trafic et il clique bien. Donc, il n'impacte pas mon CTR global, mon taux de clic. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un publisher intéressant, c'est quoi? C'est un publisher qui va bien cliquer sur l'advertorial. Donc, à partir de ce moment-là,
Si ces deux cas de figure sont réunis, j'estime que déjà, je vais lui donner sa chance. Et après, s'il fait des conversions, c'est intéressant aussi. Maintenant, à partir de combien d'impressions on peut juger s'il est intéressant ou pas? Moi, je dis toujours à partir de 5 000 à 10 000 impressions, si le taux de clic est vraiment mauvais par rapport à la moyenne globale. Donc, encore une fois, si ça clique à 0,30 de moyenne et que le mec il clique à 0,01, ben, pour moi, déjà, je me dis qu'il n'est pas intéressant, surtout s'il ne vend pas. Mais à partir de combien d'impressions? Ouais, je dirais que 5 à 10 000 impressions et mauvais taux de clic par rapport à la moyenne, je commence à me dire qu'il impacte mon CTR global et qu'il va falloir le désactiver. Comment promouvoir un produit en affiliation par les native ads avec ClickFunnels? Tu as tout un module là-dessus. Tu as le module 2 de la formation. Comme je l'explique toujours, la base, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de venir créer, comme je l'explique toujours, un advertorial à ce niveau-ci, si tu es sur du Native Ads, de choisir un programme d'affiliation. Des programmes d'affiliation, il y en a plein sur Internet, soit dans des plateformes d'affiliation, soit on s'inscrit en direct. Moi, vous savez que, par exemple, je fais la promotion de Adplexity. Ben, je vais venir remettre un logo Adplexity, je vais expliquer à quoi sert Adplexity, je vais peut-être faire une vidéo, un tutoriel. Si vous tapez même Success Academy au niveau de Google, aujourd'hui, il y a déjà de plus en plus de gens qui vont venir écrire de l'article de l'advertorial. Donc, je pense qu'on peut mettre ici, hein, Success Academy, je le tape là. Et vous voyez, on commence à avoir arnaque, avis, formation, Success Academy. Là, on a e-commerce marketing. Vous voyez, je clique dessus. Donc concrètement, c'est le mec qui tape son advertorial sur Success Academy et au final, il va avoir un call to action pour s'inscrire à la prochaine conférence de Success Academy. Donc en fait, là, on est sur une méthode d'advertorial où il référence sur Google, mais en soi, c'est le même principe si vous faites de l'achat de trafic, que ce soit du Native Ads, du Google Ads, du Facebook Ads. En gros, l'affiliation, moi, la manière que je recommande, c'est vraiment ce que je montre dans la formation, choisir son programme d'affiliation. Si tu prends du Native Ads, il faut savoir que tu vas devoir viser la masse. Si tu pars pas dans la masse, tu vas vraiment avoir du mal parce que ton taux de clic va être très mauvais. Donc, si on est sur une thématique comme de l'e-commerce avec des produits qui intéressent tout le monde, là, ça va être possible de faire de l'argent. Si maintenant tu prends un produit qui est très ciblé, qui est de niche, ça va être compliqué parce que ton taux de clic à la base, il va être mauvais. Le Native Ads, ce n'est pas un algorithme qui va afficher des bannières publicitaires en fonction de l'intérêt des gens. Ça tape dans la masse et c'est pour ça que c'est compliqué à travailler au début et c'est pour ça qu'il faut optimiser autant les choses. Et moi, quand j'ai commencé au début, j'ai galéré un truc de fou parce que je ne comprenais pas non plus. Il y a tellement d'optimisation à faire. Ce n'est pas du Facebook où vous le envoyez et puis c'est le pixel qui va tout faire. Il va vous chercher l'acheteur parfait. Donc ça, c'est l'inconvénient du Native Ads. Par contre, l'avantage, c'est que quand c'est bien optimisé et que ça tourne, on peut tourner pendant longtemps et on peut dépenser à gros budget et on n'a pas de stress de se faire bannir. Donc voilà, ça, c'est les avantages et les inconvénients. Mais pour répondre à ta question, pour l'affiliation, c'est tout ce que j'explique dans la formation. Alors, autre question de William. Est-ce que tu conseilles de mettre un chatbot sur la page produit, conseillé ou pas? À partir de quelle métrique tu considères qu'il faut abandonner le produit? Au bout de combien de temps environ? Alors, au niveau du chatbot, je ne peux pas t'expliquer parce que je ne le fais pas. Donc, est-ce que c'est conseillé ou pas? J'ai envie de te dire que tu vas simplement faire un split test avec Volume et tu vas envoyer 50% des gens vers le chatbot et 50% des gens sans le chatbot. Et après, tu verras simplement les meilleures performances. Donc, encore une fois, c'est comme d'habitude des optimisations qui sont permanentes. C'est émettre des hypothèses et essayer de progresser petit à petit. Donc, si ça tombe, tu vas faire un test, ton chatbot, il va cartonner. Et la fois prochaine, tu vas me dire, écoute, Maxime, bah, je te le conseille largement de mettre un chatbot et tu auras amélioré la page produit. À partir de quelle métrique tu considères qu'il faut abandonner le produit? Mais en fait, c'est encore une fois, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de voir les datas. Si je vois que je lance des créatives et que tout clique mal, des fois, je lance des trucs euh, et je vois mais des taux de clics qui sont mauvais, mauvais, mauvais. Et je me dis, c'est alors soit c'est des mauvaises créas ou alors le truc il n'est pas intéressant. Donc à partir du moment où ça clique très très mal sur tes créatives, je peux décider très tôt de couper les choses et de me dire
Je vais passer au produit suivant parce que là, je ne le sens pas celui-là. Si maintenant, ça clique très très bien sur les pubs, mais là, j'ai déjà un indicatif. Et puis, si c'est l'advertorial, je vais optimiser les choses. Donc, en fait, c'est vraiment tout le processus que j'explique dans la formation. J'aimerais vraiment vous donner une solution de dire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais c'est un petit peu comme du trading, c'est un petit peu comme de la bourse. Il faut prendre des décisions et on n'est jamais sûr si on prend la bonne décision ou la mauvaise décision. Et il faut se baser sur les données qu'on a en face des yeux. Donc, si je te dis, après 3 jours, tu dois couper, si ça tombe, tu laisses tourner une semaine de plus et tu cartonnes. Ou alors, tu laisses tourner une semaine de plus et ça ne marchera jamais. Donc, ça, c'est un petit peu à l'appréciation et c'est ça qui rend les choses un petit peu plus compliquées et qu'il faut bien étudier les données et il faut toujours tester, tester. Alors, ça ici, question pour Gabriel, on y a répondu aussi. Je sais que tu as répondu à cette question, mais c'est pour les nouveaux. Quelles sont les références moyennes des métriques suivantes? Alors oui, c'est des questions qui reviennent souvent, mais elles sont quand même importantes, donc tu fais bien de le rappeler. Au niveau des CTR, un bon CTR pour moi, à partir du moment où j'arrive à du 0,30, au niveau de mes testings, je trouve que c'est déjà un bon CTR. Donc, il ne faut pas s'attendre à faire des 2% de taux de clic et des choses comme ça. Au niveau de la landing page sur le CTR, si c'est du trafic sur desktop, entre 20 et 30%, franchement, je suis satisfait de mon advertorial. La dernière fois, je ne sais plus qui avait montré ses stats, mais il était encore plus haut que ça, il était à 40%. Mais là, franchement, félicitations parce que du 40%, j'ai très rarement atteint des stats comme ça sur du gros volume. Donc, c'était 20-30% déjà, ça me satisfait. 25, c'est très bien. Au niveau du CTR sur la page produit, alors en général, quand je traque les statistiques, au niveau des gens, donc quelqu'un qui arrive ici, il arrive en haut de page, il descend ici en bas, je dirais que du 10 à 15% des gens qui cliquent dessus, ça doit être mes statistiques pour ce que je fais moi. Donc, si vous arrivez à faire mieux, eh ben, tant mieux, félicitations, mais environ 10 à 15%. Et après, derrière, le taux de conversion. Taux de conversion derrière, ça dépend des produits, mais quand ils sont passés par l'advertorial, ils sont passés par la page de vente et ils arrivent encore sur la page de checkout, en général, ça convertit très, très bien derrière. Donc, peut-être, c'est pas 25-50% des gens derrière qui vont passer à l'achat. Est-ce que tu utilises une application Exit Pop-up? Alors non, je n'utilise pas d'application Exit Pop-up sur la page produit. Par contre, de l'exit pop-up sur la page de checkout ici, oui, ça, je l'ai fait très régulièrement. Le souci, c'est que en native, vous pouvez le faire, mais il y a des sources de trafic comme Facebook qui n'aiment pas les exit pop-up. Donc, ça peut être un risque de ban. Donc, je ne l'ai pas montré. Mais en gros, à ce niveau-ci, tu peux, sur desktop, mettre une exit pop-up sans souci avec ClickFunnels. C'est simplement... Ah, vous ne voyez pas mon écran ici? Si vous pouvez me dire dans le chat, je suis con, je suis en train de montrer l'écran à côté. Donc, hop. Ouais, vous ne voyez pas. Là, vous le voyez, hein. OK. Donc voilà, au niveau de cette page-là, vous pouvez rajouter une exit pop-up au niveau du Native Ads. Ne faites pas ça sur Facebook parce qu'il y a un risque de ban. J'ai déjà eu des messages d'erreur comme quoi ce n'était pas accepté, toléré de faire de l'exit pop-up. Mais à ce niveau-ci, vous pouvez en faire au niveau de ClickFunnels sans souci. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous le montrer en live. Ce serait peut-être pas mal. Ça charge. Voilà. Au niveau de la page checkout, vous venez ici, vous cliquez sur Edit Page. Là, vous allez dans la pop-up. Vous créez votre pop-up. Forcément, je ne sais pas. Attendez. Bénéficier d'un code promo, enfin bénéficier de moins 20% supplémentaire. Ceci est une offre unique, je ne sais pas. Et vous donnez un code promo. Et ce que vous allez faire, en fait, vous allez créer le code promo ici. Et au niveau des settings, vous allez dans le Trigger on Exit ici et vous mettez ceci.
Show when user tries to exit. Donc là, vous sauvegardez. Je vais faire une preview. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que le mec, il est là, il commence à compléter, il complète. Et peut-être qu'au final, il se dit bon, non, tout compte fait, ça ne m'intéresse pas. Il sort la souris et là, vous donnez un moins 20% supplémentaire. Donc voilà. Je ne sais pas qui a posé cette question. Ah, c'est William. Bah ouais, franchement, c'est une bonne question aussi. Donc oui, une exit pop-up en fonction de la source de trafic que vous utilisez. Oui, c'est une bonne idée de le faire. Tu n'as rien à perdre. Par contre, ça ne fonctionne pas très bien du tout sur mobile. Mais sur desktop, oui, ça fonctionne. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez mesurer l'impact des fois, je crois que ce que j'ai déjà fait sur des exits pop-up, mais je ne l'ai pas fait sur la page de checkout, mais je l'ai fait sur des top 10. Donc sur un top 10, je crois en exit pop-up, j'avais mis et j'avais fait attendez, moins 50% sur ce produit, cliquez ici. Et j'avais mis une URL de volume pour traquer et ça cliquait bien sur l'exit pop-up et ça ramenait des ventes. Donc oui, clairement, je te le recommande. Question suivante. Gab, je peux te demander un verre d'eau si ça ne t'ennuie pas, ma poule? Merci. Oui, il est juste là, mon verre. Derrière ici, juste derrière mon écran, merci. Alors, question suivante, toujours de William. Les cinq règles sur D-Optimizer que tu as mis dans ta formation, est-ce que c'est les seules que tu mets ou tu en as d'autres? Sont-elles pertinentes pour toutes les campagnes? À partir de quand tu conseilles de mettre des règles automatiques? Alors franchement, les règles que j'ai données dans la formation, comme de fait, c'est vraiment les règles les plus importantes que j'ai données. Je n'ai pas spécialement de règles supplémentaires. Je vais toujours revenir avec les mêmes explications. C'est vraiment désactiver ce qui clique mal en termes de CTR sur les impressions, désactiver ce qui ne clique pas bien au niveau de l'advertorial, et puis après désactiver au fur et à mesure ce qui ne convertit pas. Donc oui. Après, il y a moyen de pousser beaucoup plus loin aussi avec des règles pour appliquer des sortes de blacklist au niveau de D-Optimizer. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Et moi, je suis en phase d'expérimentation là-dessus. Je ne me sens pas encore à l'aise de l'apprendre parce que je ne l'ai pas testé assez. Mais si j'essaie d'appliquer aussi des blacklists au niveau du native ads en fonction des sources de trafic qui remontent. Mais c'est galère à travailler. À partir de quand tu conseilles de mettre des règles en automatique? Tu peux commencer. Je veux dire qu'en soi, tu peux commencer dès le début. Mais il faut déjà collecter. Ça va dépendre des produits en fait, parce que tu pourrais mettre des règles dès le début, comme une règle où 50 visiteurs qui arrivent sur ton advertorial et tu as 0 clic dessus sur ton advertorial. Tu peux mettre ça par exemple d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que les mecs, ils arrivent, tu ne vas même pas aller choper un seul clic sur 50 qui arrivent. C'est pas très important. Tu peux la mettre d'entrée de jeu. Par contre, au niveau des règles qui vont venir désactiver les créatives qui cliquent mal, tu ne peux pas les mettre d'entrée de jeu parce que tu ne connais pas le taux de clic moyen de ton produit quand tu vas lancer la campagne. Donc, si je définis une campagne où je dis que tout ce qui est en dessous de 0,05% de CTR, je le coupe. Si ça tombe 0,005, c'est ta moyenne générale. Donc, tu peux commencer à collecter un petit peu de trafic et dès que tu as dépensé et que tu as de l'impression, tu peux venir les mettre en place assez rapidement pour t'aider à faire le travail. Ou alors, si tu es en phase de scaling, où tu commences à avoir du trafic sur Taboola, sur Rodbrain, et que tu commences à traduire dans plusieurs pays et que tu as plusieurs produits qui tournent en même temps, là, franchement, c'est plus gérable de faire des optimisations manuelles. Donc, il va vraiment falloir passer à de l'automatique. Et aussi, au niveau de D-Optimizer, avant de tout automatiser, si vous êtes vraiment dans vos débuts, vous pouvez faire les choses de manière manuelle et vous aider de cet outil par la suite. Moi, je vous le donne pour vous aider parce que je sais qu'au niveau du scaling, il va être utile. Mais sinon, vous pouvez vous en passer au début. Alors, question pour Gab. J'ai un shop multiproduit de niche de 500 produits. Je veux lancer en Google Shopping. Dois-je commencer directement en Smart Shopping? Si oui, quel objectif? Et dois-je faire une campagne par collection du style t-shirt, pantalon? Chaque collection a environ 30 à 60 produits. Oula, bon.
Ça dépend. Si tu veux, en fait, ça dépend de ton niveau de scale. Si tu veux le maximum de résultats, ben oui, je vais te dire, fais une campagne Smart Shopping et fais-la par collection et tu fais tout et ça te prend un peu plus de temps et tu auras de meilleurs résultats. Et si tu n'as qu'une boutique, c'est gérable. Maintenant, comme moi, je joue avec des milliers de produits non-stop, surtout que j'en lance énormément par semaine, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc moi, je ferai une Smart avec tout dedans. Alors, quand tu as les gens qui disent ouais, il ne faut pas faire du smart, etc., si tu dois le faire dès d'entrée de jeu, parce que de toute façon, à un moment donné, l'algo, il sera meilleur que toi manuellement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je te conseillerais les 2 premières semaines de faire une smart avec du maximize conversion et tu joues uniquement avec tes budgets si tu n'es pas rentable. Ça dépend de ton ROAS. Et une fois que tu vois que tu as atteint ton ROAS sur de gros budgets, soit tu continues à jouer avec ton budget chaque semaine et tu suis vraiment ton business sans lâcher, sans lâcher, sans lâcher. Moi, je fais des changements de budget 2 fois semaine, je vérifie. Si maintenant tu veux vraiment avoir l'esprit tranquille, après tu peux passer en ROAS. Mais si tu veux passer en ROAS, compte minimum 50 à 75 ventes avant de passer en ROAS. Avant ça, garde le maximize conversion. Donc voilà. Ok. J'enchaîne sur une question pour toi, Gab, tant que tu es là. Et après, on reviendra à la question ici de Nadir. Ah, quoique, face au problème du Merchant Center, quelle solution connaissez-vous pour être accepté sur la plateforme? Je me suis beaucoup renseigné sur les politiques Merchant Center, mais rien n'y fait, mon flux est toujours refusé. On a fait il On y a a la il y fac, a un ouais. topic fac, je ne sais pas plus que ça, vu que Ouais. moi, je n'ai pas de ban Merchant Center, donc c'est compliqué. Alors, c'est possible aussi que tu aies déjà eu un ban dans le passé. Et si tu as déjà eu un ban dans le passé, ouais, tu vas avoir beaucoup de mal de revenir. Faut voir l'historique, hein, parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit je comprends pas. Et après, moi, j'ai demandé à mes contacts, mais en fait, ouais, non, s'est déjà fait bannir 3 fois, il a joué avec ses prix, il a fait du black hat, blabla. Donc, c'est compliqué pour moi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai pas lancé de formation à la base sur Google Ads, parce que beaucoup de gens se font bloquer en Merchant Center d'entrée de Ouais. jeu. Et moi, j'ai du mal à apprendre quelque chose à quelqu'un à partir du moment où moi, j'ai pas le problème. Donc, Ouais. voilà, C'est ça, Merchant ouais. Center, j'ai fait un récap de tous les problèmes que j'ai vus avec mes account managers, mais c'est pas, apparemment, il y a d'autres problèmes et ça peut dépendre de beaucoup de choses. Ouais, encore une fois, on vous partage nos connaissances. Il y a plein de choses qui sont dépendantes, des facteurs qui ne sont pas dépendants de nous. Donc, on essaie de vous faire progresser, on essaie de vous faire avancer. Mais là, malheureusement, on n'est pas les boss de Merchant Center, on n'a pas de contrôle là-dessus. Est-ce que ça marche toujours à Zaméo de les envoyer vers là-bas ou ça commence Ouais, à aussi j'entends que ça commence à baisser, donc Ouais. non. Donc ouais, les taux se resserrent, ça forcément, je pense que vous le ressentez tous, que ce soit au niveau de Google ou au niveau de Facebook, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis après, les sources de trafic où personne ne va parce qu'elles sont plus difficiles à travailler, du style Pinterest et le native, ben, il faut craquer le code, il faut passer beaucoup plus de temps et c'est plus Attention que compliqué. Ouais. Pinterest, ça commence à se corser aussi, hein, Ça juste pour aussi, vous ouais. prévenir. Et Donc, TikTok aussi, hein, juste pour vous dire, maintenant TikTok regarde aussi la réputation pour vous faire ban. Donc, faites du ouais. propre, hein, les amis, arrêtez de chipoter, faites-moi du propre et au moins vous resterez sur le marché 20 ans. Ouais. Ouais. Arrêtons de chipoter, n'arnaquons pas et Ouais, il soyons de vrais businessmen et faisons du commerce et puis arrêtons les conneries, quoi. il faut envoyer les produits qui dit. Ouais, 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 voilà, c'est ok. ça. Next. Next, Gabriel. Comment gérer l'inconsistance des campagnes Pinterest en CPA cible? Les premiers jours, il peut y avoir des bons résultats, puis par la suite, c'est l'opposé, sachant qu'il devrait s'améliorer. Tu utilises quoi comme setup pour tes campagnes manuelles par curiosité? Alors, un setup, c'est long. Donc, il va falloir être plus précis. Au niveau du CPA cible, ben, déjà, l'algo, il lui faut une semaine. Donc, si tu as des résultats pendant 2 jours et que tu te dis, c'est bon, je modifie direct, je fonce. Non, ça ne marche pas. Quand tu fais une modification sur une campagne sur Pinterest, tu dois laisser tourner une semaine et ne pas monter ou descendre de plus de 15%. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, et surtout, tu dois jouer avec des budgets qui sont consistants. Parce que si tu as eu un bon CPA, mais que tu dépensais 10 balles par jour, l'algo est impossible qu'il se focalise là-dessus. Moi, mes account managers, ils disent toujours minimum 50 € par jour sur un ad group pendant une semaine sans toucher. Donc, la question est de savoir, est-ce que tu as bien dépensé 50 x 7 voilà. Ouais, c'est ça Fait encore. Enfin, 350, donc si tu as joué avant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais ça partir dans une va, formation parce que les ça va gens. coûter aussi, du coup, au niveau du testing, si tu fais une formation Bien sûr, Pinterest, mais tout, hein, mais tout, Max, quoi. quand on me raconte, ouais, ça, il n'y a pas de testing, ta mère, Ouais, n'importe quoi, il y a du testing ouais, dans tout et ça ouais, demande du boulot. Quoi que les gens en disent,
un algo, pour que votre algo il soit pertinent, il doit avoir de la data, et pour avoir de la data, il faut dépenser. Donc, Ouais, c'est voilà. clair. Et c'est pour ça qu'on insiste de plus en plus. Autant tout le marché essaie de vous pousser vers du dropshipping, et nous, on n'arrête pas de dire, arrêtons de dire des conneries aux gens, que voilà, vous lancez avec 200 euros en poche, tu prends, tu testes un produit, tu prends quelques outils, ça part très très vite. Donc C'est le ça. dropshipping, c'est En gros, Pinterest, tu comptes 50 euros et normalement, tu dois faire 2 ad group par produit. Donc, tu dois dépenser 100 euros par jour. Tu fais 100 fois 7. Normalement, pour avoir un testing de produit qui vaut la peine, tu dois dépenser 700 euros dessus. ouais, ouais, on n'a pas, il n'y a pas de miracle, hein. Non. C'est pour ça que vous ramez tous en Pinterest. Hein. Je le vois à toutes vos questions. Dépense passée. Bah, ils ne dépensent pas assez, changent les algos trop vite, les ad groupes ils sont mal faits. Ouais, Ok, c'est ok. un algo, quoi. Ouais. Il dit c'est noté, merci bien Avec Gabriel. plaisir. Ouais, c'est cool. Mais c'est bien d'éditer votre question là comme ça. Sinon, je regarde. Moi, j'ai mis le Zoom avec le chat sur la droite, donc je le lis. J'ai le Discord là et j'ai au centre pour préparer mes trucs. T'as encore pour moi ou... Je pense que ça, je peux y répondre. T'as déjà testé un shop généraliste sur le marché worldwide? Si oui, curieux de savoir comment tu optimises les campagnes par pays, par intérêt. Alors nous, ce qu'on fait, ça, je vais pouvoir y répondre, c'est que quand on fait un store, on fait dans une langue et on fait sur un marché. On n'a pas genre un store avec... de quoi? Par currency aussi. Par currency, ouais, c'est ça. Donc en fait, on fait vraiment de l'ultra ciblé par pays. Donc oui, on a des shops dans plein de pays, mais à chaque fois, c'est pas un shop qui est dans tous les pays, quoi. Celui-ci pour Maxime, à partir de quand tu te dis, OK, là ça fonctionne bien et j'ouvre les vannes et je mets 10 k par jour pour acheter le nouvel modèle de Lambo. Alors moi, bah, tout simplement, c'est au niveau de la rentabilité. Dès que la rentabilité, elle est bonne, ce que je vais faire, c'est que je sais que je suis rentable, j'ouvre les vannes et je peux monitorer en temps réel. Et des fois, tu vois, je mets 500 euros et puis j'en rajoute 500 et je peux faire ça comme ça pendant la journée. Et puis à un moment, quand tout est bien optimisé, que tu vois que tu es rentable, tu t'es débarrassé de toutes les mauvaises sources de trafic, tu as de la place pour vraiment scaler, bah, tu ouvres les vannes et puis tu restes derrière ton ordinateur tu regardes juste que ça remonte bien et puis tu collectes. Voilà. Et puis quand ça commence à ne plus aller bien parce que tu vas épuiser ton audience, tu vas devoir malheureusement sacrifier le volume pardon, au profit de la rentabilité. Donc tu commences à baisser ton CPC, tu commences à être un peu plus agressif sur les sources de trafic. Voilà, voilà. Et quand vraiment tu sens que ça baisse, ça baisse, ça baisse, que ça va plus trop, eh bien tu commences à ouvrir les vannes sur d'autres marchés et tu recommences comme ça. Donc quand je dis d'autres marchés, c'est d'autres pays et d'autres sources de trafic aussi. Donc voilà, moi encore une fois, je vous montre dans la formation du Native Ads parce qu'il y a énormément de plaintes aujourd'hui de personnes qui se font bannir en Facebook, de personnes qui n'arrivent plus à rentrer dans Google. Donc je vous montre une source de trafic là où vous pouvez aller et où il y a très 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 peu de chances de vous faire bannir si vous ne faites pas des conneries. Mais après, si vous êtes confortable d'utiliser du Google, du Facebook, que vous n'êtes pas banni, que vous êtes bon dans un domaine, mais moi, je ne vous empêche pas. Je vous ai fait une formation sur les tunnels de vente, sur les upsells, sur les optimisations, sur le testing. Euh, si ça ne fonctionne pas pour vous en Native Ads ou si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'être bloqué là-dedans. Il y a plein de sources de trafic qui sont bonnes. De quel genre de pub il s'agit? Bah, écoute, vu le petit logo ici, faudrait simplement passer la souris sur la publicité, regarder en bas à gauche ce qu'on appelle un ad call, donc l'URL de la bannière publicitaire, mais à vue de nez, ça a l'air simplement d'être du Google Display. Donc voilà. Ensuite, question à propos de volume. J'ai lancé une campagne qui fait 420 visites pour 120 clics. OK. Quand je descends sur Lenders, je devrais avoir 120 visites et 40 clics. Et quand je descends dans l'offre, je dois avoir 40 visites et 5 clics. Or, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours 450 visites et 120 clics en bas de volume. C'est difficile à me représenter, William. Si tu peux m'envoyer une capture d'écran. Tous ceux qui ont des analyses de stats, en fait, il faut savoir que je suis en live. Donc déjà, quand je suis en live, j'ai plus de pression parce que je suis devant tout le monde. Donc je dois plus me concentrer. Et si en plus, je n'ai pas la capture d'écran, j'ai du mal à parler, à me représenter dans le cerveau, à vraiment voir le truc.
Donc, si tu peux me donner simplement tes statistiques, ça va me permettre un peu plus facilement de regarder. Mais en tout cas, quand tu me dis 120 clics pour 450 visites, ça fait un taux de clic de 26,6% sur ton advertorial. Donc là, je sais que, à mon avis, tu es dans la bonne direction, William. Dis-moi derrière aussi, ça dit quoi au niveau de tes statistiques. Mais là, comme ça, à mon avis, tu es dans la bonne direction. Alors, de quelle pub il s'agit? Google Display, ouais, ok, tu avais répondu. Pourquoi ma campagne Outbrain créée depuis The Optimizer met beaucoup plus de temps à remonter les infos de volume que mes campagnes créées depuis Outbrain? Sur mes campagnes créées depuis Outbrain, j'ai les infos de volume sur The Optimizer instantanément. Alors, ouais, ça, c'est ce que j'expliquais dans le live, je pense, de la semaine dernière, Mathieu. C'est que je disais que je vais mettre un budget test de 50 € pour lancer mon produit. Et ensuite, en fait, volume, c'est du tracking immédiat. C'est-à-dire qu'ils savent quand ça clique sur la publicité, ils savent quand ça clique sur l'advertorial, ils savent quand le pixel de conversion est appelé. Du coup, ça te remonte immédiatement l'information. Par contre, au niveau de Outbrain, tu vas voir que dans ton administration, il est mis que le reporting se fait entre 2 et 4 heures. Au niveau de The Optimizer, c'est un outil qui synchronise volume et Outbrain. Du coup, comme c'est synchronisé avec Outbrain, étant donné que Outbrain te remonte l'information après 2 heures ou 4 heures, eh bien, c'est pour ça que tu n'as pas les stats en temps réel. La seule data que tu as en temps réel au niveau de Outbrain, c'est combien tu dépenses. Là, tu peux le voir en dessous de ton budget, il y a une dépense en live et là, ça te permet de traquer un petit peu. J'ai dépensé 50 € avec un CPC à 22 centimes. J'ai coupé les mauvaises créatives et les mauvaises sources de trafic. Je dois relancer 50 € à 22 centimes pour garder les meilleures sources où je peux baisser le CPC. Je suis déjà légèrement rentable. C'est chance, je pense. Alors, si tu es déjà légèrement rentable après avoir dépensé 50 €, je pense aussi que c'est de la chance. Mais c'est tant mieux pour toi. Ou alors, tu détiens quelque chose de très bien. Alors, je ne baisserai pas le CPC si tu es rentable. Tu peux continuer parce que, en fait, si tu es rentable, tu vas même avoir à terme un intérêt à augmenter le CPC pour avoir encore plus de trafic. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu as de la rentabilité, tu viens de t'acheter des données gratuitement, baisse pas ton CPC et continue à laisser tourner à 50 €. Et si par la suite tu as besoin de le baisser parce que tu vois que ça va vraiment pas, tu pourras le faire. Et tu coupes les mauvaises créatives, tu coupes les mauvaises sources de trafic. Alors, il faut savoir que 50 €, ce ne sera pas assez pour venir couper les mauvaises sources de trafic. Mais en gros, tu dois être sur la bonne piste. Si tu veux partager tes données que j'analyse, c'est bien aussi. Voilà, voilà. Bonjour Maxime, j'ai relié mon nom de domaine à ClickFunnels et j'ai un nom de domaine comme ceci, domaine.com/accueil. Est-il possible d'avoir un nom de domaine comme ceci? Alors non, c'est pas possible. Sur ClickFunnels, tu as toujours quelque chose après le slash. Donc si tu ne trouves pas la solution, tu ne la trouveras pas, c'est normal. J'ai une boutique eBay. Est-ce que je peux faire une fusion avec ClickFunnels? Ben oui, pourquoi pas. Tu peux tout simplement créer une page. Tu peux créer ta propre page, comme je vais te montrer ici à l'écran. Tu te crées ta propre page ici. Tu fais tes publicités. Et au moment de cliquer ici pour commander, tu précises aux gens, vous serez redirigé vers la boutique eBay pour commander le produit. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et ça va te permettre aussi de faire du retargeting. Donc, étant donné que tu bosses avec ClickFunnels, tu peux déposer ton pixel de retargeting et tu peux retargeter vers ta propre boutique eBay. Donc, et ça peut fonctionner sur Amazon aussi. Donc oui, il n'y a pas de problème. Tu peux combiner les deux. Ça va te permettre d'envoyer du trafic comme ça. Et ça te permet aussi d'avoir des fiches produits sur mesure, de mettre des vidéos, plein de choses comme ça. Kevin, pour la publicité d'une prestation de service chez des particuliers, faut-il privilégier une vidéo ou une image, sachant que l'image serait un avant-après? Alors, si tu utilises la source de trafic qui est Facebook, je te déconseille déjà de faire de l'avant-après. Parce que ça peut être un risque de campagne qui se fait désactiver
voire un risque de ban, surtout si c'est de la perte de poids ou des choses comme ça. Je ne sais pas c'est quoi comme avant-après, mais je te déconseille de faire de l'avant-après par sécurité. Et au niveau de faut-il privilégier de la vidéo ou de l'image? Eh bien, moi, tout simplement, en ce moment, j'ai du trafic Facebook qui tourne au niveau de Success Academy et je fais tourner des images et des vidéos. Et en fait, j'ai mis les images et les vidéos dans la partie Ads. Et en fait, ce qui se passe, je vais voir si je peux le montrer à la limite au niveau de l'écran, si c'est possible de le partager. Mais j'ai mis des images et des vidéos dans la partie créative sur la même campagne. Et ça me permet tout simplement de voir les meilleures performances. L'avantage des images, c'est que tu peux renouveler très facilement les créatives. Par contre, au niveau des vidéos, ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, attends, hop, je vois ici, si je peux te montrer ça à l'écran. Laisse-moi juste un petit instant. Hop, ça. Tac, 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 tac. Je pense que tu vois mon écran ici. Eh bien là, en fait, tu peux voir que dans ma campagne à ce niveau-ci, je suis dans la partie publicité et j'ai tant des vidéos que des images au même endroit. Et en fonction, je traque ce qui me rapporte le plus, le plus de résultats. Dans ce cas de figure-là, c'est tout simplement des gens qui viennent s'inscrire à la conférence pour Success Academy et je teste tout. Donc encore une fois, c'est toujours la base de tout, c'est de tester les choses. Chaque fois que tu as des hypothèses en tête, tu dois les tester. Donc mets des images, mets des vidéos et tu verras ce qui te rapporte les meilleures performances. Et aussi l'algorithme de Facebook, là par contre, lui, c'est vraiment une tuerie parce que s'il voit que ça convertit mieux au niveau des images, il va pousser vers les images. Et s'il voit que ça convertit mieux au niveau des vidéos, il va pousser vers les vidéos. Alors, Cédric, hello. Est-ce qu'on peut mettre des vidéos sur la page de l'advertorial directement? Oui, clairement, bien sûr. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi les traquer. Donc, mets en place le tracking comme je l'explique. Regarde dans la partie 3 de la formation, dans la partie infoproduit, j'explique comment on fait pour savoir si une vidéo est regardée ou pas. Et j'explique aussi comment analyser les statistiques. Donc oui, tu fais un A/B testing au niveau de l'advertorial. Moi, pour l'instant, je suis en train de travailler sur un advertorial qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, le prochain split testing que je vais faire, c'est de rajouter une vidéo et je vais tester si la vidéo me donne des meilleures conversions que juste avoir fait du texte. Donc oui, clairement, je t'encourage à le tester. De toute façon, je vais toujours dire la même chose, hein. Je vais toujours vous dire, il n'y a pas de grandes techniques secrètes. Il faut tester les choses, il faut collecter les données et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, même si je n'ai pas enseigné quelque chose dans la formation et que vous vous dites, tiens, j'ai une idée, en fait, moi, ce que je veux vous transmettre, c'est le fait de tester les choses et d'optimiser les choses. Donc, Cédric, à partir du moment où on te dit, eh bien, si je mettais une vidéo sur l'advertorial, est-ce que ça va optimiser mes performances? Tu le testes et en fonction, tu vois. Comment s'assure-t-on que les fournisseurs AliExpress ne commencent pas à changer de produit quand on scale? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors oui, ça nous est déjà arrivé au début. Ça nous est arrivé tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, à un moment, ça me faisait péter un plomb. À mes tout débuts, hein, je te parle, je ne bossais pas avec des fournisseurs attitrés. Et les mecs, dès que je commençais à scaler les produits, ils changeaient les prix. Et du coup, des fois, on raconte souvent que la première année que j'ai faite en dropshipping, j'ai fait 1 million pour zéro de profit parce que je checkais rien, je faisais pas attention à tout ça. Limite, le fournisseur, il mettait le produit à 5 euros, après, il le poussait à 10, je faisais pas attention. Donc, pour t'assurer que ton fournisseur AliExpress, il ne te fasse pas de fourberie de ce style-là, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu vas contacter le fournisseur, tu lui dis, moi, je suis en train de scaler, fais-moi un lien privé que pour moi. Tu dis, j'ai 100 unités par jour qui sont vendues, je veux un lien VIP, pas de photo dessus, pas de nom de produit, et tu mets le prix et tu le bouges jamais.
Donc là, tu vas t'assurer d'avoir de la constance et tu vas commencer à bâtir une relation sur le long terme avec ton fournisseur. Parce que lui, il va voir que tu lui envoies du volume et le coup suivant, tu vas lui dire, écoute, j'ai un autre produit qui tourne bien, peux-tu me donner un autre lien VIP? Et de fil en aiguille, tu vas voir que tu vas commencer à travailler avec le même fournisseur qui te fait confiance. Il n'a pas envie de te perdre puisque tu lui apportes du volume, pardon, et toi, tu n'as pas envie de le perdre parce que tu bâtis une relation avec lui aussi. Et ce qu'il faut aussi, c'est n'hésitez pas à leur demander des Skype, n'hésitez pas à leur demander WeChat. Il faut communiquer avec ces gens-là. Si vous avez des problèmes de qualité, n'hésitez pas à leur demander des photos des produits. N'hésitez pas à demander je ne sais pas, le manuel d'instruction, je ne comprends pas quelque chose. Il faut interagir. Traiter les commandes, ça fait partie du business. Donc, ça fait partie du dropshipping. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous pouvez faire du testing sur de l'AliExpress à petit volume, mais à un moment, il faut vraiment que vous ayez la relation avec le fournisseur. Et tout le monde dit toujours c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. C'est juste les contacter, leur demander s'ils ont un Skype, de dire voilà, salut, c'est Cédric. Je passe 50 commandes sur ce produit-là. Voici mon pseudo. Est-ce qu'on pourrait en discuter un petit peu sur Skype? Et après, n'hésitez pas à faire baisser les prix parce qu'ils peuvent vous donner mieux que le prix classique. Vous dites, moi, je t'envoie 50 produits par jour. Je pense que je suis en mesure de monter à 150. Est-ce que tu peux me réduire de 30 centimes le prix du produit? Et est-ce qu'après, par la suite, quand tu es sur des gros scaling, est-ce que tu peux me faire un emballage privé? Est-ce que tu peux mettre un mot de remerciement? On n'est pas obligé de graver son nom de marque sur le produit, mais au moins commencer à améliorer les choses. Ensuite, est-ce que vous faites des disputes avec les fournisseurs? Alors, très bonne question. Non, on n'en fait plus du tout. Et je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, tu as une limite de dispute que tu peux faire chez AliExpress. C'est-à-dire que moi, j'avais donné pour consigne au début de mon dropshipping d'aller mettre des disputes aux fournisseurs non-stop, non-stop, non-stop à chaque fois qu'il y avait un problème. Et au final, je me suis retrouvé un jour avec AliExpress qui m'a banni le compte. Et j'en ai chié pour le faire débloquer. Donc, franchement, je ne te conseille pas d'abuser au niveau des disputes. Si tu as un gros problème avec le mec où il expédie pas la marchandise, vas-y. Mais essaie de régler les choses en direct avec ton fournisseur, ou alors change de fournisseur, mais ne bombarde pas de disputes non-stop, parce que sur le long terme, ça peut te poser la perte de ton compte AliExpress. J'ai remarqué dans votre Stripe que tu avais 7 comptes actifs. Moi, j'en ai beaucoup plus que ça. Est-ce que tu attaches un compte Stripe par site web? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter à l'intérieur de ton Stripe? Alors, les bonnes pratiques, c'est déjà que quand vous avez un nouveau site, vous soumettez les URL. Donc, beaucoup de ban aussi au niveau de Stripe. Pourquoi? Parce que je me suis fait valider ma clé Success Academy. Et puis là, je me dis, tiens, je vais utiliser la même clé pour ce site-là, pour ce site-là, pour ce site-là, parce qu'on se dit, ah, c'est bon, je m'en fous, je vais aller valider, je ne vais pas aller le refaire valider, de toute façon, ça va fonctionner. Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous devez demander une clé et soumettre l'URL du nouveau site web. Moi, quand j'ai soumis Success Academy, ben, je soumets l'URL. Quand je vais faire un nouveau monoproduit ou une nouvelle boutique, je vais soumettre les URL. Après, ce que tu peux faire, par contre, c'est que si tu fais du sous-domaine, là, tu peux le justifier. Donc, si tu commences à faire fr.successacademy.com, en.successacademy, ESIT, NOSE, et tu commences à faire des déclinaisons de pays sur quelque chose qui a été validé, ça, tu peux le faire. Par contre, moi, je vais te recommander d'avoir le plus de clés Stripe possible. Pourquoi? Parce que si tu as du volume, tu dois essayer d'avoir ton taux de dispute le plus bas possible en termes de pourcentage, mais il y a quelque chose qui va flaguer le compte directement, c'est si tu atteins à peu près 70 disputes sur le mois. Donc, et ça, c'est un peu con, parce que le mec qui fait des millions, forcément, il a beaucoup plus de chances d'arriver à 70 disputes que le mec qui fait, je ne sais pas, 5 000 € sur son mois. Donc, moi, je te dirais quand même de rajouter à chaque fois des nouvelles clés et de soumettre les URL. Et puis au niveau des bonnes pratiques, ben, comme je montre dans la formation, moi, il faut savoir que je regarde mon taux de litige tous les mois. J'y fais attention. Et aussi mettre en place la petite astuce que je donne au niveau de Stripe dans la formation. Pour un produit acheté 140 €,
Le vendre 199 euros, vous en pensez quoi? Sachant que le volume de recherche est de 100 000 à 1 million avec un CPC minimum de 0,24 centimes avec une fourchette haute 0,83 en Google Ads. Alors, en général, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire au niveau de l'e-commerce, vous devez prendre du x4, du x3, des choses comme ça. Là, c'est vrai que tu vas acheter cher ton produit, mais forcément, ça te laisse quand même 60 euros pour travailler en publicité. Donc, pour moi, c'est pas du mauvais sens d'aller mettre un prix comme ça, surtout si tu as des upsells en place, un prix qui n'est pas trop cher par rapport au prix, un prix de vente qui n'est pas très cher par rapport au prix d'achat. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Après, les estimations du CPC, minimum, maximum, les volumes de recherche, je pense qu'il faut le lancer et puis après voir après analyse ce que ça donne au niveau des résultats. Alors, Mathieu, tu as déjà travaillé avec Max Bounty. Je pense que je dois encore avoir un accès, mais je ne sais pas de quand ça date. À la limite, je peux essayer de regarder dans mon adresse mail. C'est très, très, très lointain dans mes souvenirs. Mais oui, j'ai un compte là-bas. C'est pour faire de l'affiliation. Par contre, si j'ai fait du volume, je n'ai pas fait du gros volume là-bas. Mais c'est une régie d'affiliation qui a grosse, grosse, grosse réputation sur le marché. Donc voilà. Est-ce que tu utilises d'autres scripts CF Power Script? Non, William, je pense que c'est à peu près tout ce que j'utilise. Donc voilà. Vous avez déjà testé de créer des marques dans le but unique de les revendre? Non, non plus. Moi, je connais personne qui a revendu de marques à plusieurs millions. Les seuls que je connais qui font ça, c'est la régie que j'ai montrée pas l'année dernière, à la conférence dernière. Au niveau de Giddy Up, eux, ils montent des marques, ils utilisent les affiliés qui vont pousser le trafic et par la suite, ils arrivent même à revendre derrière. Mais je n'ai pas d'expérience en revente de marques, en revente de boutiques, tous ces trucs-là. Donc, non, je ne connais pas. As-tu déjà essayé les GIFs animés sur tes pubs? Non plus. À un moment, au niveau du native, il m'avait suggéré de le faire, mais quand je me balade sur des sites, je ne vois jamais de GIF animés. Donc, je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de volume. Et s'il n'y a pas grand monde, je ne sais pas. Non, je n'ai pas testé. Tiens-moi au courant si tu le fais, mais non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que les flèches rouges sont acceptées sur les pubs Taboola Outbrain? Non. Je pense que pointer avec des flèches, ce n'est pas autorisé. J'ai récemment rejoint Success Academy. J'ai de l'expérience en e-commerce, Shopify, 3 sites, mais pas super rentable. J'ai même perdu beaucoup d'argent. Quel business est le plus rentable rapidement, à ton avis? J'ai commencé par le marketing digital, mais les autres business m'attirent autant. Alors, tous les business sont rentables. Il n'y a pas une seule façon de faire de l'argent sur Internet. Tu as des mecs qui vont te vendre leur agence marketing digital des centaines de millions parce qu'ils ont des gros clients. Tu as des gens qui cartonnent grave en affiliation. Tu as des gens qui déchirent en e-commerce. Je dirais juste que au niveau de l'agence marketing digital, moi, pourquoi je le recommande? Parce que vous allez prendre le moins de risques possible. Je vous apprends à faire de la prospection en démarchant où vous allez avoir des réponses. Je vous apprends à faire de la mise en place de pages qui n'est pas très compliquée pour générer des leads. Et au niveau de la publicité, quand on fait la publicité pour un resto, pour de l'isolation, pour de l'installation de chauffage ou des climatisations, vous allez quand même avoir des risques d'être bannis, mais qui sont tellement moindres que de faire du dropshipping sur Facebook. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille, quand vous n'avez pas de rentabilité, quand c'est vos débuts, de partir là-bas. D'ailleurs, dans la partie résultats, vous voyez très bien qu'il y a des débutants qui démarrent, qui disent « Ah, j'ai signé un contrat, j'ai ce client-là, j'ai un partenariat. » Vous voyez que c'est beaucoup plus simple d'avoir du résultat sans risquer son argent que de vous lancer aujourd'hui dans le dropshipping. Aujourd'hui, le dropshipping, tout ce qu'on trouve sur YouTube, beaucoup de gens ont un intérêt à vous vendre des formations. Du coup, allez-y, lancez-vous avec 200 euros, 300 euros, c'est facile. Lancez une marque. Mais lancez une marque, déjà, si vous lancez une marque et que vous voulez mettre votre emballage sur mesure ou que vous voulez avoir votre produit qui est gravé, moi, je l'ai fait. Je lançais des marques il y a, je pense, en 2014 ou 2015, où j'avais mon logo sur le produit, j'avais déjà le packaging, il était en français. Vous allez déjà être confronté au problème de ce qu'on appelle les MOQ en anglais,
ça veut dire minimum order quantity. Le fournisseur, il va vous dire minimum MOQ 500. Il va vous dire, vous devez déjà acheter du stock 500 unités minimum. Sinon, je ne vais pas aller te mettre ton logo sur un produit. Je ne vais pas te faire un packaging. Et encore, moi, j'ai dû en prendre 1000 minimum pour faire ça. Ensuite, vous allez devoir utiliser des outils pour faire des upsells. Vous allez devoir étudier le marché. Donc, franchement, le dropshipping, excellent business, mais il comporte aussi beaucoup de soucis. Et c'est pour ça que j'essaie de plus en plus de dire, ne commencez pas par là. Si vous avez déjà de l'expérience, que vous avez des capitaux, allez-y, parce que vous allez pouvoir vous permettre de faire énormément de tests. Mais si tu me dis le plus rentable rapidement, rapidement, c'est difficile à répondre comme question, mais avec moins de risques, oui, je préfère t'envoyer vers le marketing digital parce que tu vas avoir moins de risques que sur du dropshipping dans la mesure où je ne te ferai pas perdre d'argent avec les méthodes que je t'enseigne. Ensuite, Thibaut, Link, j'ai coupé Bouygues et Tchatch. Alors oui, Bouygues, clairement, je le coupe aussi. 107 visiteurs ici, 2 clics, 1,87. Là, franchement, c'est parfait parce que tu as Le Monde qui clique à 16,67, tu as Orange qui clique à 16,67 aussi, tu as News People qui est une section qui clique à 23,08 et là, tu as encore ceci. Tu n'as pas encore assez de données pour juger, mais tu vois que ça démarre bien. Ça démarre bien parce que tu vas déjà chercher des CTR qui sont élevés ici. Tu as une moyenne à 8,35 alors que tu as dépensé que 50 euros. Webmail Bouygues, tu l'as coupé rapidement. Tu as bien fait. Donc j'ai rien à te dire de plus. Et en plus, tu génères une vente ici. Et ta vente, elle va te chercher 119,40. OK. Continue, hein. Continue. Et le taux ici, ton taux de 0,46 moyen, c'est dans la bonne direction. Donc, continue comme ça, j'ai rien d'autre à te dire. L'agence de marketing digital qui est le plus rentable rapidement et sans dépenses. Alors, ouais, au niveau de la communauté, on le voit, hein, sans dépenses, ouais, on le voit dans les gens qui partent de zéro. Vous voyez que quand vous prospectez, vous avez des réponses. Il y a énormément de types de business différents. Tout le monde a besoin de clients. Quand vous avez suivi la formation Success Academy, même si vous vous dites dans votre tête, je ne suis pas le plus grand des experts, sachez que le restaurateur du coin ou le coiffeur du coin, il est 1000 fois moins compétent que vous parce qu'il n'a même pas suivi cette formation-là. Donc, on le voit très, très bien au niveau des résultats. Moi, je vous encourage de partir dans ces business-là, par exemple, d'agence marketing digital. Et après, réinjecter le budget dans du dropshipping si c'est votre passion. Ayez une source de trafic. Si vous avez un salaire et que vous vous dites tous les mois, je réinjecte 500 euros pour faire du testing en dropshipping, je vais dire alors oui, vas-y. Mais si tu me dis, tu n'as que 200 euros en poche, tu dois jouer à la roulette et il faut absolument réussir dans la vie ou alors tu vas te planter, moi, je ne vais pas choisir le dropshipping. Je ne choisirai pas. Ensuite, donc tu as plusieurs clés Stripe, tu fais tourner pour un même site. Alors non. Si c'est du sous-domaine où tu vas faire de l'international, tu peux le faire. Mais si c'est des clés Stripe différentes par site. Donc, ouais. Si tu fais du sous-domaine, là, par contre, il n'y a pas de souci, hein. Donc, tu prends des monoproduits et t'en prends 15 différents et tu les mets sur la même clé avec ton sous-domaine qui est toujours pareil, tu pourras le justifier. Tu pourras dire oui, voilà, c'est simplement un sous-domaine du même site internet que vous avez validé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Qu'appelles-tu soumettre Stripe? C'est créer une nouvelle clé puis attendre qu'elle soit en validation. Et d'ailleurs, nous, on a la chance d'être auto-validé. Là, je vois à chaque fois que je crée, il nous valide tout directement. Donc là, je pense qu'on doit avoir un traitement de faveur. Enfin, je ne sais pas si c'est un traitement de faveur ou pas, mais quand tu as le même compte Stripe depuis des années et qu'il n'est toujours pas banni et que tu fais attention à ton taux de litige, tu vas gagner la confiance de ton partenaire à terme. Merci Maxime, Success Academy, tu motives de ouf. Ça fait plaisir Kevin. J'espère, franchement, je pense très régulièrement à vous les gars. Moi, je me dis,
Aujourd'hui, c'est plus gérable. Je n'arrive plus à gérer au niveau de mon temps, de vous accompagner, de vous répondre personnellement. Mais ouais, franchement, du fond du cœur, j'espère vraiment que pouvoir vous motiver et que vous allez cartonner. Tu peux expliquer comment tu faisais autant de chiffres avec CPA Lead? J'ai abandonné à l'époque. Ouais, bien sûr, je peux te le montrer. Laisse-moi me connecter à mon compte et je vais t'expliquer comment ça fonctionne CPA Lead. Hop. Voilà. Alors, au niveau de CPA Lead ici, comment ça fonctionne? Tu as toutes des offres qui sont disponibles sur le marché. Donc, c'est de l'affiliation. Je vais aller dans la partie Offers ici et on va regarder ce qu'il y a. On va prendre à la limite, je ne sais pas s'il y a des trucs en France ou pas, parce que voilà, je suis sorti de ce business. Bon, alors là, déjà, les offres, elles ne sont pas terribles, mais il y a du Cdiscount qui paie 33 centimes sur iOS. Donc, alors, il faudrait voir ce que Cdiscount. Je ne sais pas si j'y ai accès, Preview Link peut-être. Parce que moi, je n'ai pas une IP française. OK. Bon, en gros, je pense que là, si la personne elle installe Cdiscount, tu vas percevoir une commission de 0,33 et ça doit être gratuit. Donc, one person completes the offer. Ouais, c'est ça. Donc, tu gagnes 0,33 centimes à chaque fois qu'une personne va installer Cdiscount. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir dans la partie Lockers ici et tu as tes Lockers ici. Tu vas en créer un et en fait, tu vas venir protéger du contenu. Donc, protection de contenu, c'est quoi? Faut que je me remette dans le bain aussi. Hein. Movie Player, par exemple. Là, tu as du Movie Player. Donc, en gros, c'est le mec qui va faire du streaming ou il va mettre une vidéo. Imaginons que ce que je vais faire, c'est que je vais dire, vous voulez voir le replay de la conférence qui s'est passée aujourd'hui, ce 3 mai, eh bien, vous allez devoir compléter une enquête publicitaire pour pouvoir débloquer le replay. Donc, en fait, tu vas créer sur ton ClickFunnels une page. Je vais mettre le replay et CPA Lead va me fournir un script. Ce script, je vais le mettre aussi sur ma page de ClickFunnels. Comment je peux vous montrer un exemple facile? Ceci. Vous voulez obtenir une formation gratuite qui vous apprend comment déguster du vin, vous pouvez y accéder. Ce que CPA Lead va faire, c'est qu'il va venir protéger toute la page comme ceci et il va la mettre un petit peu en opaque et il va venir rajouter devant un content locker. Et le content locker, c'est de la protection de contenu. Il va dire compléter une enquête publicitaire pour débloquer la page qui est ici derrière. Je vais répondre après aussi, Mathieu. Je vois ta question dans le Zoom. Donc, en gros, j'envoie des gens là-dessus et si la personne, elle veut débloquer la formation gratuite, elle va devoir tout simplement installer l'application. Et dès que l'application elle est installée, ça va débloquer la protection de contenu et ensuite, tu vas percevoir une rémunération. Et comment j'ai fait pour tout exploser? Eh bien, étant donné, quand j'ai commencé, ce que je faisais, c'est que je disais, tu veux avoir accès à cette formation gratuite? Alors, première étape, tu cliques sur like. Quand la personne, elle cliquait like, elle rentrait dans ma page fan et ensuite, elle devait partager sur son mur Facebook. Du coup, une personne partageait à 50 amis. Et ensuite, l'ami suivant, il devait reliker et il devait repartager. C'était de l'époque où Facebook était tout nouveau. Moi, j'ai commencé avant Facebook. Et en fait, il n'y avait pas de limite au niveau de l'algorithme. C'est-à-dire que tu partageais un truc et ça partait, mais partout. Donc, il y avait une viralité, un truc de malade au niveau de CPA Lead. Et j'avais 1 million de partages sur mes pages. Et ça partait partout, partout, partout. Et en fait, je fournissais simplement un service qui intéressait les gens. Et pour accéder à ce service, eh bien, tu devais faire une action, par exemple, installer gratuitement sur ton téléphone du Cdiscount. Donc, quand tu as 1 million de partages et que tu as plein d'offres dans tous les coins, eh bien, tu perçois des revenus. Et la seule dépense que j'avais, c'était simplement mon hébergeur, mon hébergeur donc, qui me coûtait à peu près $10 par mois. Et grâce au partage des gens,
mais ça partait un truc de malade viral sur Facebook et j'ai toujours des pages fans en millions et en millions et en millions de fans que j'ai toujours gardés de l'époque, mais aujourd'hui, elles n'ont plus de portée, donc je ne sais rien en faire. Voilà pour l'explication de CPA Lead. Ça peut encore fonctionner aujourd'hui, hein, si ça tombe, moi j'en sais rien. C'est juste que par la suite, j'ai créé mon propre content locker. Je voulais ma propre technologie et je choisissais mes propres offres. C'est-à-dire que j'allais voir par exemple un annonceur et je lui disais, ça t'intéresse que je t'envoie du trafic à l'incentive. Et puis le mec il me dit, ok, je te paie 50 centimes pour ça. Eh bien, je balançais du trafic et j'étais payé en affiliation de cette manière-là. C'est super intéressant d'en savoir plus sur les business de l'ombre de l'époque. Merci. Eh bien, avec grand plaisir, Mathieu. Quel est le taux de réponse sur la prospection agence de marketing digital sur Facebook? Franchement, je n'ai pas calculé le taux et tout simplement pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas le plus grand expert en agence de marketing digital. Moi, c'est si je vois un client qui a du gros potentiel, il faut savoir que j'ai encore une fois un traitement de faveur par rapport à vous. C'est que j'ai une grosse crédibilité, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai des trophées à millions. Quand je parle, ça se ressent par rapport à un débutant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé pendant la formation à démarcher moi-même de mon propre compte Instagram. J'ai démarché et j'ai envoyé des messages vocaux sur Instagram, j'ai envoyé des messages et je voyais le nombre de gens qui me répondaient. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Marcos en test et je l'ai fait prospecter à fond, à fond, à fond. Et sur Instagram, je dirais que si je dis que 10 à 20% des gens qui répondaient sur mes messages, je pense que ça me paraît très réglo. Mais bien évidemment, si je dis salut, tu es intéressé de payer 2000 euros pour que je te fasse de la publicité et des sites internet, ben là, ça ne va pas fonctionner à 10%. Mais par contre, de les contacter en disant voilà, j'ai vu que vous faisiez de la publicité sur Internet, je pense que vous l'avez fait de la même mauvaise manière parce que ceci, cela. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un partenariat. Je ne vous fais rien payer, je vous fais juste tester à ma façon. Est-ce que ça vous intéresse de faire un petit test gratuit? J'aimerais vous montrer ce que je peux faire pour vous. Est-ce que vous avez un peu de temps juste pour que je vous montre le site que j'utilise et la publicité que j'utilise parce que j'ai l'impression que vous faites des erreurs? Là, tu vas avoir un bon taux de retour. La formation n'explique pas comment vendre un produit avec plusieurs variantes. Ouais, là, on revient sur la même question. Alors, si, ça explique comment vendre avec plusieurs variantes. Mais au niveau de, j'avais fait l'exemple au niveau des AirPods. Faites pas tourner ce produit, hein. Il est sous licence, c'est juste un exemple. Je ne montre pas quand il y a plein de variantes, mais je montre quand même comment faire avec des variantes. J'ai exploré un peu les solutions. J'ai trouvé que c'est peut-être d'utiliser le checkout ClickFunnels plus favorable à la conversion. Alors moi, j'ai fait tourner encore une fois le checkout ClickFunnels et le checkout Shopify. Et je les ai mis en côte à côte. Et j'ai regardé ce qui convertissait mieux et ce qui rapportait le plus d'argent. Et le checkout de ClickFunnels me rapporte plus d'argent. C'est pour ça que je le préfère. Alors pour l'instant, on a toujours cette histoire du bug de 0,0 euros. Je continue à les relancer. Ce qui fait un peu chier, mais sinon, ouais, checkout ClickFunnels, mieux à la conversion. Et de créer un lien avec Shopify par Zapier ou AppTrends, vous en pensez quoi? Je sais pas ce que tu entends par là, mais je n'ai pas l'impression que tu as regardé toute la formation, Antoine, parce que ce sujet-là, ici, je l'aborde. Toujours pour l'agence de marketing digital, est-ce qu'il est préférable de prospecter directement dans les grandes villes ou plutôt dans les villes moyennes? Ça n'a pas de souci, pas d'importance. Tu peux aller dans les villes moyennes parce que tu peux te dire qu'aujourd'hui, tous les gens ils vont prospecter en prenant les grandes villes. Tu peux commencer même par ta ville. Ça donne déjà de la confiance de dire, voilà, moi j'habite dans cette ville-là, je peux vous proposer de faire ceci. C'est pas un gros souci en fait, hein. Tous les clients ils recherchent là, toutes les personnes veulent des clients. Donc je n'ai pas l'impression que c'est la ville qui va changer beaucoup de choses. Au plus simple, quand ton client clique sur le bouton d'achat, sur ta page produit, tu peux mettre une pop-up avec 3 colonnes et proposer différentes couleurs. Ouais, c'est ce que j'expliquais juste avant. À propos des sous-domaines, est-ce que tu peux mettre un sous-domaine, les pays par exemple, Espagne, mon site, Italie, mon site? Alors, ça va dépendre du nom de ton produit. Moi, au début, j'ai fait la connerie, c'est que j'ai pris un nom de produit en français sur un produit
Et après, quand tu veux aller le scaler en faisant un sous-domaine comme ça, ben, ça ne fonctionne pas parce que le nom du produit, il est pas dans la bonne langue. Mais si tu as pris, par exemple, un produit, un nom en anglais qui passe bien, oui, 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 clairement, tu peux faire ça. Espagne, Italie, ES, IT, toutes ces choses-là. Oui, par exemple, je propose le bundle de 3 produits, ça devient très vite compliqué. Ouais, ça on a déjà répondu. Salut Maxime. J'ai un assez bon CTR au niveau des pubs, 0,25%. Ok, déjà ça c'est cool. Mais un CTR autour de 2,8% sur ma landing page pour 2000 visites. Alors déjà là, il y a un problème. Tu ne peux pas laisser aller 2000 visites sur 2,8% de taux de... Jamais tu vas t'en sortir. Donc là, tu perds de l'argent parce que tu es clairement trop dans la mauvaise direction. Est-ce que tu peux me partager tes données? Parce que quand tu dis un CTR de 2,8%, j'ai besoin de comprendre si tu as un CTR de 2,8% à cause de mauvaises sources de trafic et que tu as fait des mauvaises optimisations, ou alors est-ce que tu as du 2,8% sur ta landing page au général? Et si c'est au général, là, ça fait peur. Je n'ai optimisé qu'un peu pour l'instant. Penses-tu que le CTR de départ est trop faible pour tenter de persévérer sur ce produit? Tu veux les données de la landing ou de mes sections? Je veux les données de ta section parce que la donnée de ta landing, c'est que tu cliques à 2,8%. Donc ça ne m'aide pas. Je n'ai optimisé que peu. Alors oui, si tu fais 2000 visites et que tu n'optimises pas bien, tu vas perdre de l'argent, clairement. Antoine, personnellement, les vêtements, c'est assez compliqué. Bah, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kevin. Et Antoine, oui, c'est assez compliqué. Oui, souvent, c'est ES, mon site, c'était mon site, ouais. Oui, c'est le top, je pense, sur le multilangue. Un exemple de double apparition dans Google. Yes, ok. Alors, moi, je ne suis pas sur le SEO, mais oui, vous pouvez faire des sous-domaines comme ça. Je l'encourage. Bonjour, SVP. Business Facebook me demande le nom de l'entreprise sur les papiers officiels. Je n'ai pas encore le droit de créer. Je mets juste mon nom, ça ne pose pas de problème lors d'une éventuelle vérification Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question à laquelle je ne peux pas te répondre puisque j'ai toujours fait du business sur des noms d'entreprises, mais je sais au niveau du business manager Facebook que tu n'es pas obligé de vérifier ton business manager. Donc en soi, tu peux très bien être auto-entrepreneur, être sur ton nom. Corrigez-moi si je dis des conneries pour tous ceux qui ont de l'expérience à ce niveau-là, mais je ne me lancerai pas dans la vérification Facebook si je n'ai pas de société. Je laisserai simplement mon business manager en non vérifié. D'autres questions? Est-ce possible de laisser les replays seulement pour les membres de la formation, celle-ci notamment, ou si pourquoi pas faire un sondage? Au niveau des replays, alors nous, on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups. On s'est dit qu'on allait mettre les replays sur YouTube, comme ça nous permet éventuellement d'attirer de nouvelles personnes qui vont pouvoir être intéressées par la formation. Ça leur permet de nous connaître, parce que forcément, quand j'analyse quelque chose comme ça, tous ceux qui regardent les replays, ils se disent, mais comment on fait ça? C'est quoi ces trucs-là? Donc forcément, ça ne permet pas de reproduire. Donc en fait, vous savez que dans la formation, pas de souci, on se comprend tous les uns les autres. Ça va motiver par exemple des potentiels acheteurs à venir acheter. Et en soi, ils peuvent pas venir poser des questions s'ils ne sont pas dans la communauté. Donc je pense que d'une stratégie temps de travail, efficacité, c'est plutôt profitable pour nous de l'envoyer sur YouTube parce que ça nous permet à terme d'avoir du trafic organique et de pousser. Après, je sais que tu dois sûrement te dire, ouais, ça me fait peur parce que si on montre tout ça, mais il faut savoir que quand tu es en train de regarder un replay comme ça et que tu n'as pas la formation et que tu vois des trucs, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc de malade? Je ne peux pas le reproduire. Donc en soi, ces gens-là, je n'ai pas l'impression qu'ils vont te faire beaucoup de concurrence, tu sais. Si tu es en AliExpress, tu dois mettre ton prénom et nom comme nom officiel d'entreprise. Okay. Voilà pour les stats au niveau des sections. Beaucoup de trafic viennent de sites de jeux, mais en dehors de ces sections, le CTR dépasse rarement les 8%. Ouh,
Là, je pense qu'on doit être plusieurs dans le chat. Je suis en train de l'ouvrir en live. Il y en a, ils doivent se dire, oh, wow, 807 visites, 6 clics sur ton advertorial. Max, tu fais quoi? Alors, Max, ouais, là, tu as une grosse erreur, hein. 807 visites pour 5 clics, tu ne peux pas laisser tourner autant. Tu as eu une vente, c'est cool, mais tu as eu une vente de chance parce que ça ne va pas tenir sur le long terme. Tu te dis que tu as 100 visiteurs qui arrivent sur ton advertorial et tu as 0,74% des gens qui cliquent. C'est pas bon, pas bon. Jeu gratuit, ils cliquent à 4%, c'est pas bon. Next Gen Auto, 0%, c'est pas bon. 1001 jeux, c'est pas bon. Scan Manga, ça c'est une source de merde. Je l'aime pas du tout. Vous pouvez la couper à chaque fois. Jeux.fr. Le Bon Coin. Le Bon Coin clique déjà mieux. Ouais. C'est vrai que tu as beaucoup de jeux, hein. Alors, je me demande si tu n'as pas été validé au niveau de Hotbrain parce que Taboola ou des choses comme ça, ils ont la possibilité de vous valider et de vous mettre genre dans la section un peu plus bas de gamme. Et ça, il faudrait peut-être que tu me montres ton produit. Si tu veux, tu peux m'envoyer ton produit en privé. Et encore, il faut que j'arrive à te retrouver là-dedans. Je peux l'ouvrir sur un de mes autres écrans. Mais si tu es parti sur un produit un petit peu tendancieux, il est possible que tu ne sois pas dans du trafic qui soit quali. Webmail Buick, c'est quand même la pire des merdes. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est certainement de l'emailing, hein. Les mecs doivent shoot en emailing et ça ne clique pas. Si tu prends la formation, tu auras les replays justement. Ouais, mais encore une fois, les replays, franchement, ça ne permet pas de reproduire un business, les gars, hein. Ça permet de voir qu'on a des compétences, mais tu pourrais nous mettre une blacklist des publishers. Non, non, je ne peux pas t'en mettre une parce que euh, à chaque fois, moi, je relance de zéro. Il y a des nouveaux publishers, il y a des publishers, des fois, ils ne fonctionnent pas bien. Sur d'autres produits, ils fonctionnent bien. Sur d'autres concepts, ils fonctionnent. Donc, j'ai déjà essayé de travailler avec ces blacklists, ces whitelists. J'ai tourné autour de ces trucs-là, mais je ne m'estime pas assez expert dans ce domaine-là. Après, si vous voulez vous les partager entre vous, de dire, bon, le webmail Bouygues, on le blacklist à chaque fois, mais non, j'ai jamais réussi à me définir vraiment une blacklist comme ça. Donc, non, j'arrive pas. Je vends des produits autour de la santé. Sur Taboola Outbrain, c'est chaud. Ils m'ont déjà limité pour du contenu pour adultes. Ah ouais, là, si tu es carrément sur du contenu adulte à me parler de Traffic Junkie. Traffic Junkie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une régie publicitaire où tu peux aller acheter sur des sites porno. Donc, pour du Native Ads, tu connais des bonnes régies pour des sites adultes. Alors, tu as, comme tu as dit, Traffic Junkie. Si tu ne connais pas ExoClick, c'est moins cher que Traffic Junkie. Tu peux aller voir. Maintenant, mon expérience se limite à faire tourner de l'affiliation au niveau de la rencontre de l'époque et ce n'est pas le domaine de prédilection où j'ai cartonné le plus. Donc, je sais que Traffic Junkie, ExoClick, c'est là où tu vas pouvoir aller acheter. Après, des fois, je me pose des questions de pourquoi pas aller sur ces sites-là et faire de l'e-commerce. C'est-à-dire, tu prends de la lingerie sexy, des sextoys, des trucs comme ça. Pourquoi pas essayer de faire un produit, un monoproduit et le faire tourner sur des sites de cul, parce qu'au final, tu as certainement des gens qui doivent se dire, même ils sont en couple, et ils se disent, tiens, il a l'air cool, le top 10 des meilleurs sextoys pour s'éclater en couple. Je ne vois pas passer d'e-commerce spécialement sur les sites de cul, mais pourquoi pas creuser à ce niveau-là? Je ne sais pas, ça peut être une piste de réflexion. Mais c'est clair et net que tu ne feras pas tourner du porno et des choses comme ça sur Taboola et Outbrain. Et au niveau de la santé, tu sais qu'ils sont très très stricts parce qu'il y a des débordements. Tu mets quoi dans ta campagne de testing FB quand tu testes un produit? Alors, qu'est-ce que je mets dans ma campagne? Tu peux détailler la question et après, je ne vais plus prendre les questions. Là, ça fait 1 h 30. Il faut savoir que j'ai bossé comme un gros malade. J'ai répondu aujourd'hui, je pense, à 430 emails dans la boîte mail parce qu'on a fait un live de psychopathe sur Success Academy hier. Je me suis occupé de toutes mes campagnes publicitaires. J'ai eu des soucis à gérer avec mon staff au niveau de l'e-com.
J'ai fait un live avec Ecom French Touch de 1 heure et demie juste avant le vôtre. Et là, j'enchaîne. Donc, je commence à être lessivé. Je ne vais pas le traîner en longueur. Mais dis-moi juste, voilà, qu'est-ce que je mets dans mes campagnes de testing quand je teste un produit? BFM TV, c'est souvent bon. WebMailBuick, c'est toujours de la daube. Alors ouais, si vous voulez, je vous crée un post dans la fac et on peut commencer à partager toutes ces sources-là, etc. Mais ouais, moi, je refais mes optimisations à chaque fois en partant de zéro. Mais ouais, pourquoi pas. Et puis après, vous avez accès à la communauté, hein. Je vous ai fait un salon e-com. Si tu veux, William, tu postes dans e-com et tu dis, les gars, quelles sont les sources qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps mauvaises pour vous. Euh, alors, et puis en fait, vous les partagez entre vous. Et puis moi, je peux mettre un post en pin. Combien d'adsets? Une vidéo par adset. Alors, combien d'adsets? En général, je commence avec 5 adsets. Et tu peux voir ma stratégie au niveau du Facebook Ads. Si tu es intéressé, dans l'agence marketing digital, j'apprends le Facebook Ads. Donc, si tu ne l'as pas regardé dans la partie 1, tu peux aller voir parce qu'en fait, je fais le même travail que ce que je fais au niveau de l'e-commerce. Je montre les lookalikes dès que tu commences à avoir des ventes et tout ça. Donc, si tu ne l'as pas vu, c'est intéressant. Stripe interdit la vente de sextoy. Ouais, il n'y a pas que Stripe. Tu as aussi des merchant accounts qui sont à risque. Je t'en donne un ici. Attends, je vais te le partager sur l'écran. C'est juste en train de charger. Voilà. Tu vois, tu as EasyPay Direct. Ça, c'est un marchand qui est spécialisé pour les high risk. Donc, tu vois, tout ce qui est compliqué, qui est high risk, tu peux aller. Alors, le site, il a l'air dégueulasse, hein. Il ne m'inspire pas confiance, mais ils sont partenaires de ClickFunnels. Donc, à partir du moment où ils sont partenaires de ClickFunnels, qu'est-ce qui t'empêche de faire un funnel en ClickFunnels, de faire un advertorial, le top 10 des sextoys qui cartonnent? Ensuite, tu te prends un compte EasyPay Direct, tu le relis à ClickFunnels, tu fais tourner du trafic porno. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, tu vois? High risk, du CBD, tu vois, tout ce qui est cannabis. Je pense que, pour regarder ici, hein, mais eux, à mon avis, ils vont laisser passer adultes, voilà, tu vois? Ils doivent prendre de sacrés frais. Ben ouais, mais bon, encore une fois, tu vois, si tu fais les efforts, là, vous voyez, moi, quand j'ai débarqué dans le native, j'ai galéré aussi grave, mais j'ai fait les efforts de faire fonctionner quelque chose que personne ne testait auparavant, à part des mecs que je savais qui dépensaient à coups de millions sur le native ads, donc je me suis dit, je vais y aller. EasyPay Direct est intégré sur Shopify. J'en sais rien, mais il est sur ClickFunnels. Donc en gros, là où quelqu'un va faire l'effort d'aller premier sur un marché et de le faire fonctionner, c'est-à-dire que demain, Albert, tu vas acheter du trafic sur Pornhub, tu envoies vers du ClickFunnels, vers des produits d'e-commerce, de sextoy, et qu'il doit y avoir des couples qui ont envie de s'éclater, tu vas faire des ventes, tu attaques un nouveau marché et tu mets quelque chose en place et personne ne te repère là-dessus, ben, ça peut être un gros coup. Moi, encore une fois, je ne peux pas tout lancer, je ne peux pas être partout. J'ai fait une formation, pourquoi? Parce qu'à un moment, je ne peux pas lancer tous les programmes d'affiliation, je ne peux pas lancer toute la plus grosse agence marketing digital du monde, je ne peux pas lancer tous les produits d'e-com. Et je me suis dit, ben, autant focaliser mes efforts sur une bonne formation et essayer d'accompagner les gens, parce que chaque projet va prendre du temps. Si moi, demain, je dois me lancer sur du Traffic Junkie, sur du EasyPay Direct, sur du ClickFunnels et commencer à balancer tout sur les sites porno, ben, je vais pas. Ça devient difficile au niveau du temps de tout gérer et de tout déléguer. Donc, je ne peux pas attaquer tous les trucs d'un coup. Mais pourquoi pas? Il y a tellement de moyens de faire de l'argent sur Internet. Alors, je finis ici vraiment à celle-là et puis j'arrête. Et puis, le truc, ce sera pour le live suivant. Tu fais probablement pas, mais on a un méga concurrent qui a un max de shop qui vend des pilules pour grossir les attributs masculins. Ben, c'est exactement la même structure que tu fais. Oui, 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 bien sûr. Tous ceux qui vendent ces compléments alimentaires sur un système de à abonnement, clairement, ouais, je sais que ça tourne, hein. C'est de l'advertorial, hein. Les techniques, elles sont toujours les mêmes. Et vous savez qu'ils dépensent un gros budget, ces mecs-là. L'affiliation vers des sites de cul ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui en font. Il y a sûrement un marché à prendre. Alors détrompe-toi. Moi, quand j'ai commencé déjà en 2008,
c'était déjà la folie au niveau des trucs de rencontres là, où ça te pose 5 questions, tu vois. Est-ce que tu es intéressé de rencontrer des filles? Et c'était une sorte de questionnaire. Ça te posait 5 questions. Est-ce que tu vas te protéger si tu as des relations avec elles? Et au final, après que tu répondais au quiz, les mecs, ils traquaient tous les trucs. Il n'y avait pas volume. À l'époque, il n'y avait pas volume. Il fallait utiliser notamment des systèmes de tracking. Je ne sais pas si ça existe toujours. Prosper 101 ou Prosper 202 tracking, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais notre tracking, en fait, à l'époque, ouais, voilà, c'est ça. C'est Prosper 202. Ça, c'est vraiment du système de tracking, mais vraiment old school. Et c'est un self-hosted. Ça veut dire qu'on devait installer nous-mêmes notre propre service de tracking pour pouvoir savoir si ça cliquait ou si ça cliquait pas au niveau de l'advertorial. Aujourd'hui, Volume, vous pensez que c'est compliqué, mais ça, c'était encore plus compliqué. Et puis, en fait, les mecs, ils faisaient tourner de la rencontre. Donc, voilà. Les gars, je vais vous laisser. Il est minuit 37. C'est un truc de fou de tout gérer, le Success Academy plus le business. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Voilà, merci à tous. Merci Melvin. Merci. Bisous ma poule. Bisous Jean-Philippe. Merci William. Merci Link, Thibaut, Cédric, etc. Super cool les gars. Je vous souhaite vraiment de cartonner. Encore une fois, sachez que c'est compliqué pour tout le monde. On a tous des problèmes. Il faut juste bosser, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à progresser. Donc, je sais que c'est compliqué. J'aimerais pour vous accompagner un par un, mais vous vous rendez compte que c'est très, très, très difficile. MP important par rapport au paiement de la fille de la formation. Ouais, il n'y a pas de souci. Je surveille les dates. Sachez que si vous avez des questions hors questions techniques, tout ce qui est affiliation ou bien des problèmes, n'hésitez pas non plus à m'envoyer à support@success-academy.com. Donc, j'ai pas disparu du marché. Vous avez un problème important, vous n'avez plus un accès, vous envoyez simplement un email et je vous y réponds. Mais je regarde les dates auxquelles je dois payer. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu as une vente en affiliation, elle sera payée. Voilà. Merci. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée à toutes et à tous. Salut, ciao. Au revoir.